messieurs, dames, dans Congo profond, vous avez noté que nous avons été dans la province du Congo central et particulièrement dans les deux villes portuaires, Matadi en premier et puis Boma ensuite. Mais là, nous sommes revenus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour recevoir notre ami Jonathan Ngbele, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour cher Eric, bon retour à vous. Nous sommes de nouveau heureux d'être par devant le micro de Belle News TV et de l'émission Congo Profond. Comme vous avez bien l'habitude de le dire, il faut connaître les Congos. Le Congo n'est pas égal Kinshasa, le Congo n'est pas égal Goma, le Congo n'est pas égal Kasai. Il y a également les Massimanimba, il y a Bolobo, il y a Bukungu Ikela, il y a Ituri, il y a Bunia, il y a Sakanya, dont nous devons vendre et permettre à tout le monde de connaître. Je pense qu'à travers de nos analyses, nous allons aider la République à évoluer. Merci beaucoup Jonathan Ngbele, et vous qui êtes à travers le territoire national, comprenez que nous pouvons toujours venir, si vous le désirez, vous pouvez aussi nous faciliter la vie, on pourra toujours venir vous visiter et pourquoi pas parler des réalités de votre terroir. Nous avons 145 territoires, malheureusement très peu connus du grand public congolais, mais nous nous efforçons à pouvoir quand même vanter les uns après les autres pour cimenter cette cohésion entre nous, population, et la terre qui nous a tous vu naître et grandir. Alors, Jonathan Ngbele, ça n'arrive pas tous les jours, on a vu passer plusieurs premiers ministres, mais quand même Sama Lukonde, à un point précis, s'est distingué. On a vu venir par devers l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le premier ministre Gizenga Fundi, Muzitu et que sais-je encore. Mais personne d'entre tous ces premiers ministres-là n'avait réussi à venir déposer avant le 15 septembre le projet du budget national pour l'exercice qui va venir. Là, Sama Lukonde aura réussi quand même et il a gagné son pari. Déjà, il faut dire que dans des États sérieux, lorsque l'État agit, il ne faut pas le prendre pour du triomphalisme. Il faut le prendre pour des responsabilités qui ont été assumées et avec compétence et surtout avec amour pour la patrie. Déjà, vous saluez le fait qu'ils ont déposé dans les délais. Mais moi, je vois plutôt un homme qui a échoué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était investi à l'Assemblée nationale, il nous a vendu un rêve. Le rêve de voir le Congo avoir un budget de 36 milliards dans une perspective de 3 ans. En raison de 12 sans milliards. compter avec les effets Covid. Hein, voilà. En raison de 12 milliards là. Bon, l'effet Covid n'a pas frappé que le Congo. L'effet Covid n'a pas frappé la mobilisation des recettes parce que la DGI, la DGRAD et tous ces régimes financiers continuent à percevoir les taxes de l'État. Donc si et seulement si l'effet Covid avait pour objectif d'exonérer, nous parlerons là de la baisse des recettes. D'autant plus qu'encore, aujourd'hui, on nous crie jour après jour, mobilisation, recettes exponentielles, nous savons quoi d'autre. Donc la question ici, c'est d'appeler à la responsabilité de M. Sama. Parce que les Congolais plutôt attendent 12 milliards. Avec 12 milliards, nous sommes rassurés d'avoir les social être réellement pris en compte. Ça, c'est pour un début juste. Hein, Eric, on a toujours pris la question du début. Mais jusqu'à quand on continuera avec le mot début? Il ne faut pas parachever, il ne faut pas continuer, parce qu'il y a toujours des débuts. Ça m'appartira, celui qui viendra, il parlera d'un début. Donc nous pensons plutôt que la logique de la continuité du service public de l'État voudra que lorsque le gouvernement Sama Ilukamba nous lègue un 6 milliards difficilement mobilisables et dont l'ordre des réductions de comptes non révélées à peine 3,5 milliards, il faudrait que Sama, lui, soit concret dans ses estimations, parce que les budgets sont des estimations. Mais ces estimations-là sont les corollaires de ce que nous sommes à même de mobiliser. S'il estime que nous pouvons mobiliser 10 milliards, pourquoi nous avons vendu un 12 milliards il y a quelques mois? S'il estime qu'on peut à peine avoir 8 milliards, 7 milliards, 5 milliards, donc il a failli dans le concret, il n'a pas été très provisionnel. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on voulait les dédouaner. Hein. Nous appelons toutes les autorités de partout, elles se retrouvent à être responsables parce que le Congo attend beaucoup. Mais seulement, on a épinglé cet aspect des choses parce que nombreux n'ont pas réussi à pouvoir venir déposer à temps pour permettre aux parlementaires au niveau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat ensuite, pour que ceux-ci puissent examiner froidement les différents aspects pour permettre au Congo d'avancer. Mais il va sans dire que le budget reste, par rapport aux potentialités de la République démocratique du Congo, reste quand même modique. Parce que je rappelle que le Congo reste un scandale géologique et aussi un scandale agricole. Mais, selon vous, ces tableaux chiffrés entre les dépenses d'un côté et les recettes de l'autre, comment est-ce que nous devrions faire pour qu'aujourd'hui, vous en tant que cadre de la MOUCA,
nous puissions améliorer? Parce que vous avez aussi des élus au niveau des institutions. D'abord, comme Congolais, la réponse dans ça, voilà, la réponse dans ça, c'est l'organisation. C'est le sérieux, c'est la détermination. Lorsque le gouvernement prend à bras le corps la question de survie de la population, en épinglant bien sûr et en considérant tous les paramètres possibles, la sécurité, les sociales, la tranquillité, le mieux vivre, l'État va s'organiser. Et en s'organisant, il prend notion de mobiliser. Et non seulement en mobilisant, il va même canaliser ce qu'il y a déjà. Aujourd'hui, par exemple, on nous fait payer de manière aveugle, sans loi ni réglementation, la taxe RAM. Moi, je me permets de l'appeler taxe. Je ne sais pas si c'est un impôt, c'est une taxe ou c'est une redevance. Donc déjà là, l'argent entre, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce que cet argent-là a pour finalité. Est-ce que l'argent va être utilisé pour les sociales? L'argent va être utilisé pour la construction de routes? C'est en fait tous les désordres qu'il y a. Voilà pourquoi je parle de l'organisation. Parce que lorsque l'État s'organise, c'est que je dois mobiliser 6 milliards en raison d'1 milliard pour la sécurité, 1 milliard pour les sociales, 1 milliard pour la gratuité. Il y a ces chronogrammes prévus. Mais aujourd'hui, il faut dire encore une chose. Monsieur Sama fait partie à ce jour de Premier ministre qui n'ont pas su relever les défis. Pourquoi vous le dites? C'est sous sa gouvernance que l'insécurité bat son plein actuellement. Nous avons pensé voir la paix revenir au travers de l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence nous prouve à combien plus forte que c'était des essais-erreurs. Comme ça a été le cas avec les items de l'EPSP, c'est aussi le cas avec l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence avait pour vocation de ramener la paix. Plus de 160 jours actuellement, la paix est-elle revenue? C'est déjà là la question. Est-ce que la population peut facilement vaquer à ses occupations? Jadis, nous avions 8 groupes rebelles, maintenant il y en a 11 qui opèrent à l'Est. Jadis, nous avons plus de 17 barrières, maintenant il y en a 21. Donc nous comprenons qu'en réalité, le gouvernement Sama, dans les essais-erreurs, dans les tâtonnements, ne sera pas à même de répondre aux déshydratats de la population. Voilà même pourquoi il a été incapable de nous amener vers un budget que lui-même a souhaité. Alors parlons justement du budget. Nous, République démocratique du Congo, généralement, nous engageons des devises lorsqu'on arrive à exporter nos différents minéraux. Bon, on peut peut-être parfois profiter de l'embellie de prix de matières premières là qui arrivent, mais on chante entre-temps la diversification de l'économie. Vous, au niveau de la Mouka, c'est quoi votre recette pour que ça cesse d'être une chanson, mais que cette fois-là, l'on bascule petit à petit vers cette diversification qui pourra élargir l'assiette fiscale et puis aider le pays à pouvoir faire beaucoup de recettes? Nous avons toujours dit que le programme de gouvernance du président Martin Fayulu était parmi le meilleur de programmes que pouvait avoir la RDC. Simplement parce que ce programme faisait accent sur la question de la diversification de nos revenus et de la rentabilité de nos recettes. Parce qu'il a été prouvé par plusieurs scientifiques et même les opérateurs en la matière que seuls les minerais ne contribuent plus de nos jours à la maximisation des recettes. Il faut également considérer le volet agriculture. Il faudrait consulter Oui, mais comment faire pour que le volet agriculture soit vraiment considéré? C'est voilà. Dans les verbes, voilà. Dans les discours. Avec plus de 8 millions de terres arables, il fallait organiser d'abord les secteurs de l'agriculture en dotant le ministère de l'agriculture d'une grande part dans le budget. Parce que, je rappelle, je crois, c'est l'année 2019 où le ministre de l'Agriculture nous a dit qu'il n'avait rien reçu comme quote lui alloué dans le quota du budget 2019. C'est déjà là le problème. Lorsque la personne n'a pas les moyens de sa politique, il fera quoi? Il sera dans l'incapacité de l'appliquer. Et ceux qui avaient le moyen de leur politique, avant-ils... Ah bon, là encore c'est notre problème, parce que ceux qui avaient le moyen de leur politique appartenaient dans les camps de la mauvaise gouvernance. C'est en fait ça la question. On recrutait sur pied de quoi? Et même jusqu'à ce jour, on recrute sur pied de quoi? Quel est ce ministre congolais qui a un contrat de performance? Pour dire, voilà, arrivé au pouvoir, dans 6 mois, je vous produis ça. Si je ne produis pas, je démissionne. C'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire. Tous les ministres sont là sur pied d'un contrat de performance pour 6 mois. Après 6 mois, si vous n'arrivez pas à atteindre vos assignations, vous démissionnez. Et les ministres l'ont signé. Et au Congo, ceux qui ont gouverné à 18 ans, ceux qui ont gouverné à 20 ans, et même il y a 32 ans, et même il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils ont gouverné sur pied de quoi? Sur un programme taillé sur les réflexions d'une personne, qu'on appellerait vision en son temps, ou peut-être idéologie, mais non là, ou peut-être leitmotiv. Donc la question de la gouvernance dépend même de l'arrivée de la personne et de ce qu'il a comme objectif. M. Kambing est venu... Vous parlez de la personne, une seule personne, pas les autres, parce que c'est vrai, la personne peut avoir une belle idée, mais celle-ci devrait être épousée par d'autres en grand nombre pour qu'on mette le bras ensemble et puis on avance. Non, pas épousée, il devait bénéficier de l'accompagnement tout en apportant des autres.
C'est fait ça la question. Parce que s'il faut simplement épouser, c'est comme si quelqu'un qui prend une femme en mariage, il dit bon ça va, c'est fini, tu viens, tu rentres dans ma vision, tu rentres dans moi. Non. La personne qui vient, oui, il embrasse votre projet, mais il apporte les siens aussi. S'il paie de par sa contribution, aider la République à évoluer, oui, il faut la considérer, il faut la prendre comme telle. Mais les malheurs de mon pays, c'est que tous ces gens-là qui sont venus ne sont pas venus en réalité pour aider la République. Ils sont venus pour se taper des immeubles, construire et gagner de l'argent. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'au Congo, lorsqu'une personne arrive au poste comme ministre, il a presque pas de maison, mais il en ressort avec une multitude. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il voit ou il ambitionne gagner derrière les Congo. Il n'ambitionne pas faire gagner les Congo. Ça, c'est peut-être vrai, mais vous soutenez Martin Fayulu. Ici, à Kinshasa, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'en son temps, Martin Fayulu, c'est la personne qui avait donné le béquille à Kimbuta pour qu'il devienne gouverneur de la ville de Kinshasa, et il y a régné pendant 12 ans sans apporter des solutions attendues par les Kinois qui, dans une mégapole aujourd'hui, ils ne savent même pas où mettre la tête. Eric, il faut déjà dire que le droit à être électeur, être éligible est garanti à tout le monde. Monsieur le Président, en son temps, député provincial, avait le droit d'élire et d'être éligible. Et s'il a élu, c'est parce qu'il a estimé qu'il pouvait l'élire. C'est une part de... Mais aujourd'hui, qu'on a les mêmes personnes. J'arrive. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que le président Martin est resté indifférent face à la gouvernance de Kimbuta? J'ai dit non. Pendant la gouvernance de Kimbuta, il a été sur tous les fronts. Toutes les initiatives parlementaires prises en son temps, les contrôles, et même l'audit, et même les motions d'interpellation du gouvernement, il a été. Donc c'est pour dire qu'à un certain moment, il a contribué sensiblement au contrôle de l'exécutif. Vous vous rappelez même à la fin, la question du ministre provincial de Finances. Parmi les ministres qui ont fait des révélations, parmi les députés plutôt, le président Martin était à l'intérieur. Donc nous pensons que ces débats qui ramènent toujours à dire il a voté, il a donné des béquilles, oui, mais il a joué son rôle de député provincial. Il a interpellé les ministres, il a interpellé les gouverneurs et il a contrôlé l'exécutif. Bien que la réalité j'arrive. La réalité, c'est que lorsque l'on contrôle, lorsque l'on initie des initiatives telles que des contrôles parlementaires, la finalité, c'est le vote. Mais lorsque vous n'êtes pas majoritaire, lorsque vous êtes minoritaire, qu'est-ce qu'il arrive? On vote contre. Mais plutôt, il faut interpeller ceux qui avaient la majorité en son temps, notamment les MLC. Lorsque toutes ces initiatives qui tendaient à avoir Kimbuta à partir à la tête de la ville de Kinshasa, pourquoi ça accouchait d'une souris? Pourquoi? Parce qu'il y avait des députés qui étaient à la solde de quelqu'un et qui exécutaient des ordres. Alors, aujourd'hui, l'actualité, c'est ce que vous prévoyez faire demain. Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire au niveau national. Le Palais du Peuple va accueillir, comme d'habitude, le 15 septembre, les députés nationaux d'un côté et les sénateurs de l'autre. Et vous pensez aller sur la rue pour faire une marche, pour exiger la dépolitisation de la centrale électorale, Commission électorale nationale indépendante. Le gouverneur vous dit non, ça va coïncider avec le fait que les parlementaires rentrent. Je vous propose de prendre plutôt la date du 17 septembre 2021. Et vous dites non, nous maintenons notre date du 15 septembre. En même temps, vous dites que vous êtes démocrate et républicain. Déjà, il faut confirmer que nous sommes réellement démocrates et républicains. Parce que lorsque la Mouka marche, il n'y a pas de mort. Lorsque la Mouka marche, il n'y a pas de casse. Mais lorsque ceux de la 17e rue ou 10e rue marchent, il y a des morts. Vous vous souviendrez de l'effet Malonda. Au mois de juillet, il y a 4 Congolais qui ont perdu la vie à Kinshasa, dont les familles réclament justice. Et à l'intérieur également, il y a de ceux-là qui ont perdu des familles. Mais s'il faut revenir à la marche, Eric, vous savez, mon pays a un problème. C'est d'avoir à la tête de l'État des gens qui n'ont pas voté la Constitution. Parce que s'il faut partir simplement, vous savez avec moi que l'IDPS a boycotté la Constitution que nous utilisons aujourd'hui, que vous et moi avons voté parce que c'est une Constitution référendaire. Cette Constitution voudra à son article 12 que nous soyons tous traités de manière égalitaire. Ça veut dire que si Eric a droit à manifester, Jonathan en a également. Si Jonathan a le droit, Eric en a également. Et c'est là pour tous. Aujourd'hui, les Congos ont un problème. La loi qui régente la question de manifestation publique en RDC ne parle nullement d'un régime d'autorisation, mais plutôt d'un régime d'information. Et c'est connu. Et les gouvernants ne l'ignorent pas. Et ce régime d'information vient obéir à un principe, les principes d'encadrement. L'encadrement en droit français, on parle des dispositions prises pour orienter, diriger et amener vers. Et ici, si on peut l'assimiler, c'est nous orienter, nous encadrer pour l'aboutissement heureux de notre marche. D'autant plus que nous la voulons être pacifique.
Parce que le président l'a dit, nous serons vêtus en blanc et nous n'aurons pas de trucs à marquer. Quand vous dites président, c'est... C'est le président Martin Fayou. Le président Martin Fayou m'a dit. Oui, il faut préciser. C'est le président légitimé de ces pays. Les Congolais l'ont voté. Non. Quand vous avez, pardon, non, maître Mbele et Jonathan, vous, aujourd'hui, vous avez une interrogation, vous posez la question, c'est qui le président de la République démocratique du Congo? Vous mettez quel nom pour avoir des points? Comme scientifique, je répondrai pas à l'affirmatif. Je poserai le problème. Il est certain que nous avons été aux élections en 2018. Et ces élections ont été organisées telles que ça a été organisé. Nous constatons que la CENI a été incapable de donner des PV déjà. Et s'il faut citer, voilà, la CENI a proclamé un monsieur. Mais le peuple souverain primaire sait qu'il a élu un autre. C'est là la réponse. La population qui nous suit sait à quoi s'en tenir. Oui, parce qu'il y a eu la volonté. Alors justement, vous vous en tenez à la marche le 15 septembre. Pourquoi vous ne voulez pas obtempérer à ce que vous dit déjà celui qui gère la ville, Ngobila Mbaka Gentil? Eric, l'article 28 encore de la Constitution nous dit qu'un ordre manifestement illégal, je ne peux pas l'exécuter. C'est pourquoi je ne cesse de dire l'ordre ou encore la position de M. Ngobila ne nous concerne pas et ça ne pourra pas nous concerner. Simplement parce que les Congo pour nous a des urgences. Les Congo pour nous a des nécessités. Si Mbosso pouvait réunir les gens au camp Luka, si les citoyens dirigeants pouvaient réunir les gens, si et seulement si ces camps délimités là pouvaient se réunir, et pourquoi pas nous? Donc nous pensons que le Congo doit évoluer et nous serons à la rue demain pour demander à ce que la CENI soit dépolitisée. Les glissements, nous n'en voulons pas parce que ceux qui nous gouvernent ne nous rassurent pas. Combien ont-ils déjà mis de côté pour les élections 2023? Même pas un franc. Et vous pensez que ces gens-là vont nous amener aux élections? Ils ne se sont pas encore prononcés. Pourquoi est-ce que vous dites qu'ils n'ont même pas encore La loi des finances oblige pour chaque année qu'il y ait une quote-part réservée à la CENI. C'est déjà là le problème. Si la loi des finances donne une conditionnalité et que vous ne l'exécutez pas, on pense à quoi? Vous ne préparez pas là un glissement? Et si nous disons que la fraude est en train d'être balisée, pour les deux institutions ou les deux organes phares de la CENI et le bureau et la plénière, les décisions se prennent par vote. Au niveau du bureau, il y a 7 membres. La majorité, c'est taille 4 parts. L'opposition en a 2 et la société civile une part. Et si on va au vote, qui gagne? Et si nous rentrons à la plénière, il y en a 15. La majorité a 5. Et il a le droit de désigner 5 de la société civile et l'opposition 5. Ils seront à 10 contre 5. Qui gagne? Donc il y a les déséquilibres déjà. Mais Jonathan, nous sommes en République démocratique du Congo. Parlons vrai. Qui est celui-là qui viendrait vraiment à la tête de la CENI et qui ne pourra peut-être pas collaborer avec le président de la République? D'autant plus que celui-ci est le garant du bon fonctionnement des institutions. Peut-on réellement, disons vrai, peut-on réellement diriger une structure comme la Commission électorale nationale indépendante et dire qu'on peut dépolitiser X vers 0%? Il faut finir l'article 69, Eric. Garant du bon fonctionnement et de la stabilité. Et c'est ce que beaucoup de gens ne disent pas. Aujourd'hui, nos institutions sont instables. Je prends le cas de la Cour constitutionnelle. Un exemple, Bénin. Une personne qui arrive à être général d'armée, vous les rétrogradez vers major. Vous expliquez ça comment? Un magistrat qui atteint le plus haut sommet de l'appareil judiciaire congolais et il se retrouve après à la cour de cassation. Comment on explique ça? Et vous avez dit que cette institution-là est stable. Cette institution-là est dans la bonne gouvernance. C'est déjà là le problème. Aujourd'hui, affirmons fort qu'il est impensable, oui, inimaginable de vouloir dépolitiser la CENI. C'est entrer en porte-à-faux de notre constitution. Parce que la constitution voudra que la CENI puisse être rangée du côté des institutions d'appui à la démocratie. Un peu comme les CESAC, les CNDH et tout ce qu'il y a comme institution là-bas. Et par leur fonctionnement, ces institutions sont obligées d'avoir cette dose élevée d'indépendance. Voilà pourquoi la loi sur la CENI vient dire, lorsque l'on vous investit comme membre de la CENI, vous coupez les cordons avec vos regroupements politiques, vos familles politiques. On connaît les bonus du venu de nos acteurs politiques. Et même les gens qui vous mandatent. Aujourd'hui, la question de la proposition de la MOUCA demeure. Parce que nous avons dit en son temps, pour la plénière par exemple, nous souhaitons voir 25 membres, dont la catégorisation est telle quelle. Mais pourquoi n'aviez-vous pas développé cet argumentaire pendant que les discussions étaient houleuses au niveau du Parlement? C'est là qu'il fallait batailler. Vous observez avec moi l'attitude presque dictatoriale de M. Mbosso. Lorsque l'on investit le gouvernement Samba, plus de 120 députés ont donné des noms pour réagir. Arrivé au 17e, il dit quoi? C'est fini, c'est notre gouvernement, on part. Lorsque l'honorable Ados Nomas voulait prendre la parole, il dit non, honorable Tika Makelele. Vous comprenez, dans une institution plutôt qu'on veut être de démocratie, qu'on veut être des plus démocratiques qui puissent l'être, si je dois le répéter, où on interdit aux gens de parler, c'est un problème. Donc il faut à un certain moment penser, faire mieux, mais pas avec des institutions qui sont illégitimes. Et puis lorsque nous proposons en son temps, le président de la commission PAJ
Est-ce qu'il a réellement pris soin de consulter notre proposition? Est-ce qu'il en a tenu compte? C'est là toutes les questions qu'il faut préalablement balayer. Vous avez toujours tendance à dire qu'on n'a pas voulu vous écouter, mais l'histoire de notre pays renseigne qu'il y a eu 13 parlementaires qui d'ailleurs sous le maréchal Mobutu, un régime dictatorial où il n'y avait pas le partage du pouvoir et tout ça, il régnait en maître et de même maître. Mais les 13 parlementaires ont réussi quand même à lui faire des problèmes avec la lettre qu'ils avaient écrite. Mais Eric, pourquoi avec vous, vous êtes toujours en train de vous larmoyer et tout ça? en fait, le grand problème du Congo, c'est la réalité. La réalité de l'époque, c'était qu'il y avait 13 messieurs qui ne partageaient pas la même vision. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que nous avons 2 personnes constantes, des personnes objectives et des personnes préparées pour une gouvernance saine. Et ces personnes-là sont reconnues. Vous y croyez vraiment? Cher Eric, On dit de vous que vous vous préparez pour aller faire un forcing afin qu'il y ait une sorte de dialogue, une sorte de rencontre où à l'issue, il y aura encore une fois, comme on sait toujours, partage de postes. je l'ai dit et je l'ai redit encore comme je laissais te le dire ces derniers temps. Nous sommes ni demandeurs, ni preneurs d'un quelconque dialogue. Moi qui vous parle, je suis ni demandeur, ni preneur d'un dialogue. Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsqu'une personne échoue, et surtout échoue avec brio, il faut le laisser dans son erreur. Pour que vous puissiez l'utiliser Et vous dites que vous aimez les Congos. Le laisser. Voilà, voilà. Nous aimons les Congos. Parce que si nous n'aimions pas les Congos, nous n'aurions pas dû proposer les calendriers de réformes préalables aux élections. Si nous n'aimons pas les Congos, nous n'allons pas proposer notre proposition sur la CENI. Si nous n'aimons pas les Congos, nous n'allons nullement proposer un calendrier qui du reste l'éveille objectif. Parce qu'il faut dire, avec notre calendrier, les élections vont être convoquées 90 jours avant, au mois d'octobre. Donc c'est par amour pour les Congos que nous faisons tout ça. Mais ce n'est pas par amour que nous allons venir aider une personne à avoir des béquilles pour marcher. Non. Si dans sa gouvernance il échoue, il faut le laisser échouer parce qu'il apprendra de ses erreurs. Nous devons comprendre donc dans vos propos que le régime actuel a lamentablement échoué. Avec brio. Avec brio. S'il faudrait faire des pourcentages, on dira 0,5. Quel est le secteur qui marche, Eric? Du point de vue concret. Vous avez même parlé de la gratuité, où il y a 30 000 NU, des citoyens congolais qui travaillent qui ne sont pas payés. Vous avez même parlé des infrastructures, où Chile Gelou n'est visible à Kekingabo. Vous avez même parlé du social, où celle à la présidence, les gens vivent heureux. Donnez-moi un secteur. Donnez-moi un secteur. Alors, vous vous obstinez à être demain dans la rue. Les Congolais vont vous écouter. Si jamais il y a déviation et qu'il y a mort d'homme, c'est qui en sera? Déjà, il faut dire que la police a l'obligation d'encadrer et pas de réprimer des manifestations. Non. Et dans les faits, comme nous avions dit, dans les faits, généralement, lorsqu'il y a marche, il y a toujours des dérapages et puis malheur arrivera. Avec la Mouka, c'est l'expérience. Nous, il n'y a pas de déviation de notre côté. Nous avons marché pour réclamer la paix à l'Est. Il n'y a pas eu de déviation. Et nous sommes prêts à le faire comme ça. Et nous sommes pacifistes. Le président l'a dit et je le redis encore, tous les Congolais qui vont venir, soyons vêtus de blanc comme le président l'a dit, avec nos écrits où nous disons non à une série politisée, non à un glissement et non à une fraude. Nous serons très objectifs et très pacifistes. Mais moi, je persiste dans ma question. Et il faut encore ajouter, Eric, nous avons avisé la CPI. Parce que nous avons compris qu'à un certain moment, les gens n'ont pas peur de violenter la démocratie. La démocratie voudra à ce que le droit à manifester soit garanti. Et ça, nous disons, et nous le disons principalement au général Kassongo, que la CPI est informée et cette manifestation va être documentée et les responsabilités vont être établies au cas où il y a des rapages. Le général Kassongo, c'est quand même un rodé, c'est un professionnel, mais ce n'est pas lui qui fait tout le boulot. Il envoie des gens sur le terrain à qui il donne un certain nombre de mesures. Hein. Il dicte un certain comportement à avoir. Mais dans la pratique, mais non, hein, mais c'est là où généralement le bas blesse. Il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes et que de mauvais chefs. C'est déjà à apprendre. Deuxièmement, M. Kassongo donne des ordres. Et il oriente. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des causeries morales. Donc, si ces hommes ne répercutent pas bien ces ordres, c'est qu'il a failli. Et pour ça, il doit répondre. Et nous pensons que, comme vous le vantez, professionnel, rodé et tout, oui, nous aimerons mieux voir son professionnalisme dans l'encadrement et non dans la répression, que nous condamnons déjà et que nous ne serons pas prêts à s'y porter. Alors, Jonathan Gbele, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas voulu obtempérer à la date qui vous a été proposée? D'autant plus que nous risquons de vivre de scènes difficilement gérables.
Nous sommes une population évaluée à près de 13 millions, ce n'est pas rien, avec un effectif considérablement réduit. Le palais du peuple et tout ça, les environs, pour être vraiment sérieux, mais il y a quand même de quoi avoir peur. Hein. Déjà, il faut dire que dans nos itinéraires, le palais du peuple n'est pas mentionné. Ça, déjà, il faut le prendre comme ça. C'est ce que le bureau a décidé. Deuxièmement, la question de probable report. Vous savez, Eric, le 15 septembre, c'est pour nous la reprise de la démocratie. Parce qu'il y a la rentrée parlementaire qui s'effectue au temple de la démocratie. Et s'il faut... Et je crois même que c'est la journée mondiale de la démocratie, voilà. Si je ne m'abuse. S'il faut choisir cette date, c'est parce que nous voudrions que nos parlementaires prennent conscience du danger qui guette le pays. Aujourd'hui, oui, ils sont bénéficiaires de palissades sur pied de montage financier. Aujourd'hui, oui. Vous voulez parler des voitures Jeep. Voilà. Aujourd'hui, oui, ils sont bénéficiaires d'une dictature, oui, parce qu'on leur interdit de parler. Mais il faut les ramener à la raison. Quelle est l'initiative de contrôle parlementaire qui aboutit dans cette institution-là? Qui est ce ministre qui fait interpeller et tomber? Déjà, vous conviendrez avec moi. L'objectif c'est celui d'interpeller et faire tomber, ou l'objectif c'est celui d'interpeller et d'apporter surtout des solutions aux préoccupations attendues de notre peuple? Eric, les CARAM par exemple, est-ce que le ministre qui bat ça peut tenir? Il nous fait payer une taxe qui n'a pas de sous-bassement. Je suis contre RAM, oui. Deuxième exemple. Mais ils vont vous dire qu'ils ont une majorité. Voilà. Est-ce que Mme Bazaïba peut résister? L'eau de la rivière Chikapa polluée. L'État incapable de trouver des solutions. Incapable d'aller ne serait-ce se prélever pour des enquêtes. Est-ce qu'il peut résister? Vous dites incapable d'aller prélever les échantillons. Pour plus de 3 semaines. Plusieurs membres du gouvernement descendent sur le lieu. Rivière Chikapa, rivière Kassai. Eric, je vous parle ici sous le contrôle du compte rendu ou de l'information donnée par un député élu du coin, honorable Guy Mafouta. 3 semaines après, c'est lorsque le ministre faisait débat. 3 semaines après. Dans notre temps, il n'y avait pas de poissons, il n'y avait pas d'eau à boire. Vous imaginez? Et c'est un gouvernement qui veut être social, qui s'est dit être warriors. C'est déjà là la question. Il y a beaucoup de ministres comme ça. Parlant de l'aménagement, ces histoires pâtées commodes construites pour nos populations de Goma, est-ce que M. Londo doit rester là où il est? Si c'est vrai, il faut l'interpeller. Est-ce qu'il doit rester là où il est? S'il faut aller plus loin... Qui va-t-on garder finalement? Parce que tous les gouvernements qui viennent... Ils ont échoué. Ils ont échoué. La fonction publique aujourd'hui, vous savez qu'il y a des intérimaires qui sont nommés. Et ceux qui sont suspendus touchent de l'argent de l'État. Il y a un paiement double. Est-ce que le ministre de la fonction publique doit rester en fonction? Est-ce que le ministre du portefeuille doit rester en fonction? Donc s'il faut aller dans l'effectivité du travail des députés... Ils sont là pour apporter des solutions à toutes ces préoccupations-là. Et ils sont incapables d'apporter ces solutions-là. Et les députés... Ils vont vous dire qu'ils y sont. En faisant quoi? Ils mettent la main à la pâte. En faisant quoi? Pour résoudre. L'État qui gère le sol et les sous-sols. Je le vois aller de partout à travers le territoire, notamment le ministre Liaou, qui est à la fonction publique. Je l'ai vu aller partout pour consulter, voir ce qu'il y a comme problème et puis, tant soit peu, apporter la solution. Est-ce que son travail, c'est d'abord consulter? Toutes ces nouvelles unités qui ne sont pas mécanisées à la fonction publique, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Cher Eric, il y a deux priorités. Et il faut avouer avec nous que ces gens ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Et c'est à nous, politiques, de dénoncer. Parce que comme vous l'avez dit, ils ont la majorité, ce qui veut dire qu'ils sont protégés, ils sont couverts. Et si on ne dénonce pas, comment ils vont quitter? Comment ils vont s'améliorer? Alors on est en train peut-être de chuter là. Nous allons avoir une session budgétaire, mais qui aura une connotation particulière parce qu'il s'agit des questions politiques qui vont s'inviter au débat. Notamment la CENI, pour lequel sujet, il n'y a toujours pas d'issue. Vous, au niveau de la Mouka, vous pensez apporter la solution et laquelle? Nous l'avons dit, nous sommes prêts et ouverts à un consensus. Voilà pourquoi nous avons été les premiers à apporter notre part. Nous avons proposé nos projets de réforme. Nous attendons également du camp de ceux qui nous gouvernent par défi de proposer. Déjà qu'ils généralement ne proposent pas, ils utilisent sous-traitants pour amener des propositions. Les nôtres est là. Et même ceux qui nous joignent... Qui dirigent par défi. Oui, ils nous dirigent par défi, il faut le dire. C'est contre la volonté du souverain primaire qui est le peuple. S'ils ne gouvernaient pas par défi, le peuple allait se retrouver au travers de la politique de gouvernance. Donc nous pensons, nous, qu'une fois que la volonté est mise sur pied, on va considérer ces réformes et on va aller vers une réussite pour l'intérêt du Congo. Parce que les blocages, les freinages, les glissements ne profiteront nullement au Congo. C'est le Congo qui recule, c'est le Congo qui peine à se développer. Alors, si vous avez un tout dernier mot à dire, ça sera lequel parce qu'on va continuer? J'appellerai à la raison tous ceux qui sont hors raison actuellement. Et je demanderai à M. Ngobila de parler avec M. Kassomo pour nous encadrer. Et il faut lui dire également qu'il n'a pas le droit d'interdire une marche. Et merci à vous pour l'invitation.
Merci, monsieur Jonathan Ngbele. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka qui soutenait les idées de Martin Fayoulou d'un côté. Et même son combat. Oui, Martin Fayoulou d'un côté et puis Adolphe Mouzitou de l'autre. Et merci à vous, messieurs, dames, si vous avez aimé. Au revoir.